Bonjour à tous. Je vous emmène en 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les Alliés préparent les offensives pour libérer les pays occupés. À cette période, les résistants mènent des actions de sabotage pour désorganiser l'ennemi, par exemple en faisant sauter des voies de chemin de fer. Ces actions de sabotage de haut niveau demandent un énorme niveau de préparation, en fait. Demandent énormément de préparation. Il faut d'abord trouver des personnes suffisamment motivées pour prendre des risques extrêmes. Il faut les former pendant de longs mois. Et ensuite, il faut que ces résistants s'organisent sans qu'aucune information ne filtre vers l'ennemi. Et s'ils sont pris, c'est la torture puis la mort. C'est à peu près à cette époque qu'est créée l'OSS. C'est une agence américaine qui deviendra plus tard la CIA. Et l'OSS a compris que la multiplication d'actes de sabotage simples pouvait avoir un effet considérable. Et il se trouve que les Alliés avaient énormément de sympathisants dans les territoires occupés. Du coup, l'OSS réfléchit à des actions de sabotage qui ont un effet limité, mais qui, réalisées par un grand nombre de personnes et un grand nombre de fois, peuvent avoir énormément d'effets. L'objectif de ces actions, en fait, ce sera de gaspiller le matériel, la main-d'œuvre et le temps de l'ennemi. Du coup, l'OSS écrit un manuel de sabotage simple à destination des agents américains infiltrés sur les territoires occupés, principalement la France, la Norvège, pour que ces agents puissent former les sympathisants aux techniques d'anti-sabotage. La CIA a déclassifié ce document en 2012. Je vous ai mis les liens en annexe et je partagerai les slides après la conférence. Alors, dans ce manuel, on trouve bien sûr des techniques de destruction. En gros, il s'agit d'endommager du matériel, des outils, des machines qui servent à la production, au transport et à la communication. Le tout avec des objets du quotidien et de très faibles risques de se faire prendre. Mais dans le manuel, on trouve aussi un autre type de techniques de sabotage. Des techniques qui ne demandent pas de contrevenir à un règlement. Des techniques d'obstruction, en somme. Il s'agit d'exploiter la stupidité volontaire. Je cite le manuel. Un second type de sabotage simple ne requiert aucun outil de destruction. Et s'il produit des dommages physiques, ce n'est que par des moyens hautement indirects. Ce type de sabotage est basé sur les opportunités universelles de prendre de mauvaises décisions, d'adopter une attitude non coopérative et d'inciter les autres à faire de même. Prendre une mauvaise décision peut consister simplement à placer un outil à un endroit plutôt qu'un autre. Une attitude non coopérative peut n'impliquer rien de plus que de créer une situation déplaisante parmi ses collègues, de se chamailler ou de se montrer maussade ou stupide. En fait, les apprentis saboteurs sont invités à étudier les erreurs et les mauvaises décisions habituelles dans leur profession et dans leur secteur et de les pousser un peu plus loin, en exploitant du coup la marge d'erreur, en l'élargissant. Alors, dans la citation que je vous ai donnée, on parle d'attitude non coopérative. Et du coup, le manuel de sabotage simple décrit plusieurs techniques de harcèlement et de démoralisation vis-à-vis de l'ennemi. J'aime particulièrement l'exemple des voyages en train. Les agents de la SNCF étaient invités à faire des erreurs dans les billets, à éditer 2 billets pour la même place, à prendre leur temps pour produire les billets juste avant le départ des trains. Excusez-moi, d'un coup le micro s'est arrêté. Ils étaient invités aussi à donner des informations fausses ou trompeuses pour les trains qui partaient à destination de l'ennemi. Par exemple, en donnant les mauvais horaires ou le mauvais quai de départ. Alors j'en vois certains d'entre vous sourire. À la lumière de cet exemple, on pourrait se demander s'il n'y a pas encore quelques saboteurs à la SNCF. Vous allez voir qu'en fait, c'est loin de concerner seulement la SNCF. Je vous invite vraiment à lire le manuel de sabotage simple en entier. C'est juste une 30aine de pages, mais moi, j'ai eu plein d'épiphanies, j'ai beaucoup ri, j'ai ri jaune, mais j'ai ri, et vraiment, ça vaut le coup.
Là, je vous ai fait une sélection de mes meilleurs, mes préférés, mes techniques préférées de sabotage par obstruction. Donc, voici comment l'OSS recommandait d'agir pour nuire à la productivité et au moral de l'ennemi pendant la guerre. En réunion, faire des monologues. Parler aussi souvent que possible et pendant longtemps. Soulever des problèmes hors sujet aussi souvent que possible. Revenir sur des sujets décidés lors de la réunion précédente et essayer de rediscuter de la pertinence de la décision. Soumettre tout problème à des comités pour plus ample étude et considération. Jamais moins de 5 personnes dans ces comités et s'assurer que plusieurs réunions seraient nécessaires. Faire des réunions quand il y a du travail plus critique à effectuer. Ne jamais passer ses compétences et son expérience à un nouvel embauché ou à un travailleur moins expérimenté. Demander des ordres écrits. Comprendre les ordres de travers. Poser sans fin des questions ou engager de longues correspondances à propos de ces ordres. Ergoter sur ces ordres quand c'est possible. Travailler lentement. Vérifier tout 2 fois. Toujours commencer par les travaux les moins importants. Faire en sorte que les travaux importants soient confiés aux travailleurs inefficaces. Être agréable avec les travailleurs inefficaces, leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas. Discriminer les travailleurs efficaces, plaignez-vous injustement de leur travail. Et pour finir, mon préféré, appliquer tous les règlements à la lettre. Alors, je voudrais faire un petit test pour savoir si c'est encore d'actualité. Je voudrais que, dans la salle, si vous avez déjà été témoin d'un de ces comportements de sabotage dans votre milieu professionnel, vous vous leviez, s'il vous plaît. Ok, donc c'est encore d'actualité. Attendez, si vous avez été victime d'un de ces comportements de sabotage, restez debout. Les autres, vous pouvez vous rasseoir. D'accord. Un peu plus compliqué, si vous-même, vous avez été l'auteur d'un comportement de sabotage, restez debout. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Ok. Merci pour votre courage et votre lucidité. Vous pouvez vous asseoir. Je ne peux pas croire que vous sabotiez volontairement vos entreprises, sinon vous ne seriez pas là en train d'essayer de vous améliorer. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de saboteurs dans nos entreprises aujourd'hui. Il n'y a que des comportements de sabotage, des comportements involontaires de sabotage. Et d'ailleurs, les comportements que j'ai listés, pour la plupart, sont des comportements qui à la base sont bons, mais qui ont juste été poussés à l'extrême ou systématisés. Par exemple, c'est bien de participer en réunion. Mais quand on participe trop souvent et qu'on fait des monologues, c'est là que ça devient du sabotage. C'est bien d'utiliser l'intelligence collective pour résoudre des problèmes complexes, mais créer des comités pour résoudre n'importe quel problème qui se présente, ça c'est du sabotage. Donc en fait, il est beaucoup plus pertinent de parler de comportement involontaire de sabotage dans nos entreprises actuelles. Le comportement, c'est la rencontre entre un individu et un environnement. Alors, dans les comportements de sabotage, il y a bien sûr une part qui est liée à l'individu. Souvent, il y a d'ailleurs c'est lié à un manque de compétences, d'un savoir-être ou d'un savoir-faire. Mais dans une entreprise où on ne pratique pas le feedback régulier et bienveillant, le collaborateur ne peut pas prendre conscience de son comportement de sabotage. Et encore moins identifier les compétences qu'il doit développer pour neutraliser son comportement de sabotage. Donc, même si l'individu est à l'origine du comportement de sabotage, c'est l'entreprise qui laisse le comportement s'installer. Alors, il y a pire, l'entreprise peut être directement à l'origine du sabotage. Rappelez-vous la super pratique imparable de sabotage, suivez tous les règlements à la lettre. J'ai une petite pensée pour ceux, par exemple, qui doivent suivre à la lettre les règlements concernant les politiques de voyage et passer beaucoup de temps inutile à faire du travail que d'autres auraient pu faire, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est la culture de l'entreprise qui va être responsable d'une grande partie des comportements de sabotage de ses collaborateurs, soit en les incitant, soit en les laissant s'installer. La culture de l'entreprise, en fait, c'est l'ensemble des règles, implicites ou explicites, qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. En gros, c'est la façon dont on fait les choses chez nous.
Et les comportements de sabotage des collaborateurs, ce sont le reflet de la culture d'entreprise et de ses dirigeants. Je vous donne des exemples. Dans une entreprise où il est important de briller en réunion pour être promu, vous allez avoir beaucoup de sabotage par monologue. Dans une entreprise où on cherche des coupables plutôt que des solutions, vous allez avoir beaucoup de demandes d'ordre écrit et de temps passé à vérifier son travail avant de le livrer. Dans une entreprise où on ne fait pas confiance aux collaborateurs, vous allez avoir beaucoup de règlements contraignants. Et on a vu que c'était un nid à sabotage. En plus de nuire à la productivité, le sabotage d'entreprise, ça nuit à la motivation, exactement comme l'avait prévu l'OSS en 1944. Quand on lit les études sur le manque de motivation des collaborateurs, les facteurs qui reviennent en tête systématiquement, c'est le manque de reconnaissance, le management et les relations sociales, la charge de travail et l'intérêt du travail. Je vous ai parlé de cet exemple tout à l'heure, de techniques de sabotage, sur le fait d'être agréable avec les travailleurs inefficaces, de leur donner des promotions qu'ils ne méritent pas, de discriminer les travailleurs efficaces et de se plaindre de leur travail. Là, on est carrément dans le manque de reconnaissance, je pense. La charge de travail et l'intérêt du travail, c'est aussi des problématiques qui sont nettement aggravées par le sabotage d'entreprise. Moi, je ne compte plus les fois où j'ai entendu un collaborateur se plaindre en disant « Je passe ma vie en réunion. Quand je ne suis pas en réunion, je dépile mes mails ou je réponds à des questions sur Slack. J'ai à peine le temps de travailler, alors moi, tu vois, l'amélioration continue ou la veille technologique, ça me passe un peu au-dessus. » Le truc, c'est que donc on a vu que le sabotage d'entreprise, ça nuit à la performance et à l'épanouissement, mais du coup, c'est un cercle vicieux, en fait, c'est une spirale négative. Parce que le collaborateur qui subit des comportements de sabotage se décourage, il devient démotivé. Et à ce moment-là, il a souvent deux options au bout d'un moment. C'est soit de quitter l'entreprise, parce qu'il est vraiment trop pas bien, soit de céder au « à quoi bon ». Le « à quoi bon », c'est quand finalement, on décide de jouer le jeu comme les autres pour arriver à survivre dans l'entreprise. Et du coup, on va aller demander des ordres écrits, on va suivre les règlements à la lettre. Enfin, vous voyez le truc, on se met à avoir soi-même des comportements de sabotage et on renforce la spirale négative. Du coup, c'est hyper important de lutter contre le sabotage d'entreprise parce que ça nous permet en fait de retrouver de la performance et de l'épanouissement. De la performance pour l'entreprise et de l'épanouissement pour les collaborateurs. Alors, comment on fait? Comment on lutte contre le sabotage? Quand j'ai lu le manuel de sabotage la première fois, j'ai remarqué que beaucoup de pratiques, enfin, il y avait un grand nombre de pratiques en tout cas de sabotage qui étaient l'exact négatif ou presque d'éléments du manifeste agile. Voici les meilleurs exemples. Alors, vous aurez les citations du manifeste agile à gauche, et du manuel de sabotage, pardon, à gauche, et celles du manifeste agile à droite. Enfin, normalement, vous devriez les reconnaître. Hein. Donc, à propos des processus, insister pour tout faire selon les chaînes de décision, appliquer les règlements à la lettre. Donc ça, c'est côté sabotage, côté manifeste agile, les individus et leurs interactions, plus que les processus et les outils. Sur le découpage du travail, côté sabotage, même si des parties d'une commande peuvent être prêtes avant, ne les livrez que lorsque la commande est entièrement prête. Cycle V, nous voilà. Livrer fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques mois et une préférence pour les plus courts. Sur la motivation des collaborateurs, je ne vais pas vous relire là, encore une fois cette pratique de sabotage, mais pour moi, ça répond parfaitement à réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin. Faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Et enfin, sur l'efficacité, réfléchir à des moyens d'augmenter le nombre de mouvements nécessaires dans votre travail. Et de l'autre côté, la simplicité, c'est-à-dire l'art de minimiser la quantité de travail inutile, est essentielle. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi le manifeste agile ne suffit pas? On a vu dans notre test tout à l'heure
que le sabotage d'entreprise est encore d'actualité dans nos entreprises actuelles, y compris dans des entreprises agiles, puisque manifestement, ça concerne des gens qui sont ici. Comment on peut expliquer l'incapacité de l'agilité à neutraliser le sabotage? En fait, pour adopter un état d'esprit, pour mettre en place une démarche d'anti-sabotage, il faut un nouvel état d'esprit, l'état d'esprit anti-saboteur. Et changer d'état d'esprit, c'est pas facile. Ça demande en fait de prendre de nouvelles habitudes qui vont à l'encontre de nos réflexes. Et en fait, l'OSS l'a bien compris parce qu'eux, ils ont eu le même problème sur l'état d'esprit inverse, parce qu'eux, ils cherchaient à inspirer un état d'esprit de saboteur, de sabotage. Mais la problématique reste la même, c'est faire en sorte que les gens puissent changer leurs habitudes et aller contre des réflexes naturels. Alors, ils ont réfléchi au sujet, forcément, et ils ont, dans leur manuel de sabotage, ils utilisent deux grands principes. Le premier, c'est de donner des exemples très précis, détaillés, pas à pas, pour que, en fait, ça rende très facile la première action de sabotage, pour aider les gens à sauter le pas, en fait. Je vais vous donner un exemple. Là encore, je cite le manuel. Saturer une éponge avec une solution épaisse d'amidon ou de sucre. La presser fortement en forme de balle, l'envelopper de ficelle et la faire sécher. Quand l'éponge est complètement sèche, retirez la ficelle. L'éponge aura la forme d'une petite balle dure. La jeter dans les WC et tirer la chasse d'eau ou l'introduire autrement dans une canalisation d'égout. L'éponge va graduellement gonfler jusqu'à retrouver sa taille normale et boucher le système d'égout. Alors, c'est sûr qu'avec des instructions aussi détaillées, n'importe qui peut mettre son entreprise dans l'embarras. Donc on voit que le fait de donner des exemples très détaillés et expliquer pas à pas, ça aide à faire ce premier pas. Le deuxième principe utilisé par l'OSS, c'est de décliner le même genre de sabotage dans plusieurs contextes d'application. Par exemple, ils expliquent comment utiliser la poussière, la saleté, les déchets pour, par exemple, créer des courts-circuits, endommager des machines, nuire à la qualité des routes en construction. Tout ça en mettant ces éléments, la poussière, la saleté et les déchets, à des endroits où ils ne devraient pas être. En fait, l'OSS avait compris que les agents instructeurs ne pouvaient pas connaître tous les détails et les spécificités de chaque métier et de chaque organisation. En fait, c'est le saboteur lui-même qui est capable d'identifier les sabotages qui sont le plus pertinents dans son contexte de travail. Du coup, il faut entraîner le saboteur à décliner des exemples pour voir comment les appliquer dans son contexte de travail. Donc ça, c'est vraiment un entraînement. Donc, pour aider un changement d'état d'esprit, il faut des exemples détaillés et déclinés dans plusieurs contextes d'application. On revient au manifeste agile. Le manifeste agile manipule des concepts très généraux, et donc il est assez vague. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a autant de méthodes agiles. Chaque méthode agile, c'est une interprétation et une implémentation du manifeste agile. Mais du coup, il n'y a pas d'exemple détaillé. Et c'est pour ça que le manifeste agile ne suffit pas à lutter contre le sabotage. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le manifeste agile ne suffit pas à installer vraiment l'état d'esprit de l'agilité. Bon, ça, c'est une autre question. Donc du coup, pour aider à installer un état d'esprit d'anti-sabotage, ce qu'il faut, c'est un manuel d'anti-sabotage. Un manuel, c'est-à-dire des exemples précis qui sont détaillés en fait dans plusieurs contextes différents, des modes opératoires pas à pas pour que chacun puisse les réaliser, des exemples variés qui puissent du coup être adaptés par chaque personne ou chaque entreprise à son contexte de travail. Alors j'ai commencé à écrire ce manuel d'anti-sabotage, en cours, work in progress. Pour construire les pratiques d'anti-sabotage, je me suis inspirée de mon expérience professionnelle, de l'agilité, du lean, de la communication non violente et d'autres choses. Je vous le partagerai au fur et à mesure sur mon site web et sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelques éléments en avant-première. Donc du coup, j'ai construit le manuel d'anti-sabotage autour de 5 grandes thématiques. La formation, l'organisation, la production, le feedback et la communication. Et aujourd'hui, je vais vous donner un exemple précis
dans le thème de la communication. Je vais vous parler d'une technologie qui n'existait pas à l'époque de l'OSS, mais si elle avait existé, je suis sûre qu'elle aurait figuré en très bonne place dans le manuel de sabotage. Il s'agit du mail. Le mail, ça a révolutionné la façon dont on communique dans nos entreprises. C'est un outil, c'est ni bon ni mauvais. C'est nos pratiques à nous qui en font un outil puissant de sabotage. Je voudrais que vous preniez un instant pour réfléchir à combien de temps vous passez chaque jour à lire vos mails et à y répondre. Essayez de vous rappeler quand vous êtes revenu de congé la dernière fois et que vous avez vu le nombre de mails qu'il y a dans votre boîte de réception. Vous le sentez, le sabotage ? Donc là, je vais vous dire... Ah oui, le manifeste agile, il a donné une super pratique d'anti-sabotage. C'est, dès que c'est possible, communiquer en face à face. Et c'est génial comme pratique d'anti-sabotage. Franchement, faites-le. Mais il y a des fois où c'est pas possible. Du coup, comment on fait dans ces cas-là ? J'ai identifié plusieurs pratiques de sabotage qui concernent le mail. Je vais vous en donner quelques-unes, et des pratiques d'anti-sabotage pour les neutraliser. Le premier comportement de sabotage dont je voudrais vous parler là, c'est la précaution excessive. En France, on est connu pour notre savoir-vivre, oui, c'est ça, le savoir-vivre, on va dire. Et du coup, on a tendance dans les mails à être très poli. Surtout quand on écrit des mails à des supérieurs hiérarchiques ou à des clients. On va faire des tournures de phrases alambiquées, on va mettre des formules de politesse qui datent d'un temps où on écrivait des courriers à la main. Ça alourdit énormément le mail, ça augmente le temps de lecture, mais aussi d'écriture. Moi, personnellement, quand je dois écrire un mail comme ça, je me creuse la tête pour trouver une entrée en matière chaleureuse pour que ma demande ne soit pas trop abrupte, genre « Hey, salut, tu peux me faire ça ?» Après, je fais attention à la façon dont je formule chaque chose. Il ne faut pas que ça puisse être mal interprété, que ça soit pris comme un jugement ou autre, donc je fais très attention à ça. Et enfin, et surtout, je réfléchis à la façon de rédiger la fin de mon mail pour espérer avoir une action en face. Ça prend énormément de temps. Donc. Alors, comment on fait pour lutter contre la précaution excessive ? Déjà, faites des phrases courtes. Enlevez tous les éléments qui n'apportent pas du sens. Si vous commencez à vous lancer dans une explication, que ça devient chiant à écrire, c'est un bon indicateur, ça veut dire que ça va être chiant à lire. Donc, arrêtez votre explication, faites un schéma, mettez-le en pièce jointe. Lorsque vous recevez une explication longue et nébuleuse, enfin quelqu'un qui aurait dû faire un schéma, allez voir votre collègue, faites-lui un feedback et proposez-lui de binômer avec lui pour reformuler l'explication. Comme ça, vous faites une pierre deux coups. Vous comprenez ce qu'il voulait dire et lui, il s'améliore sur sa concision. Vous pouvez même aller un peu plus loin. Moi, j'ai adoré le jour où j'ai reçu mon premier mail de Matty Schneider et qui avait ça dans sa signature. En fait, VSRE, ça veut dire Very Short Reply Expected. Le lien, là, envoie vers une page vsre.info qui explique ce que c'est qu'une Very Short Reply Expected, c'est-à-dire une réponse en 1 à 5 mots. Et ils expliquent pourquoi c'est bien de le faire. En fait, si vous mettez une phrase comme ça dans votre signature, déjà, ça vous donne l'excuse de faire des mails beaucoup plus concis. Donc, vous perdez moins de temps à les écrire. Vous recevrez probablement déjà quelques emails qui seront plus courts, parce que les gens auront sauté le pas aussi. Peut-être même qu'il y en a d'autres qui vont mettre ça dans leur signature. Et alors, vous aurez vraiment gagné le jour où l'entreprise, dans la signature officielle, vous savez le truc charté là qu'on vous demande de mettre en bas de vos mails, où il y aura cette phrase dans la signature officielle. OK. Deuxième comportement de sabotage qui concerne les mails. Les mails où il y a plusieurs parties avec plusieurs sujets qui n'ont pas forcément grand-chose à voir entre elles. Pourquoi c'est du sabotage ? Déjà parce qu'en général, ça fait des mails très très longs. Et franchement, moi, un mail super long, j'arrive pas à être attentif jusqu'au bout. Et puis, les informations importantes, elles vont être noyées à l'intérieur. Et puis, quand on va traiter les sujets, on va avoir tendance à le faire dans la même conversation. Et alors, pour gérer le suivi des différents sujets, c'est un petit peu compliqué.
Et enfin, parce que quand j'essaie de rechercher le mail dans ma boîte mail, c'est pas facile de trouver un mail qui s'appelle « divers » parmi les autres. Du coup, en tant qu'anti-saboteur, je vous invite à ne traiter qu'un seul sujet par mail. Quand vous écrivez un mail, vous veillez à ce qu'il n'aborde qu'un seul sujet. Vous mettez un objet clair, avec, par exemple, en préfixe le nom du projet. Et si vous recevez un email comme ça, divisez pour mieux répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez le mail, vous le saucissonnez un bout par sujet, et vous faites autant de réponses que ce qu'il y a de sujets. Vous en profitez pour changer l'objet du mail en mettant un objet parlant cette fois-ci. Vous pouvez expliciter votre démarche dans le premier mail en disant « Je vais répondre dans des mails spécifiques pour chacun de ces points ». Ça facilitera le suivi. Je vais vous donner un dernier exemple sur les comportements de sabotage liés aux mails. Les mails aux oubliettes. Je vous parle de ces personnes qui refusent de s'engager par écrit, qui évitent de répondre aux mails, en fait, pour ne pas s'engager, pour ne pas être responsable de ce qu'ils ont dit plus tard. Moi, j'avais même une DRH qui s'est vantée de faire ça. Alors, j'ai développé une technique d'anti-sabotage assez puissante, je trouve, depuis le temps. C'est la validation tacite. En gros, quand j'ai besoin de l'autorisation de faire quelque chose, j'annonce que je vais le faire, sauf avis contraire de ta part d'ici telle date. Quand j'ai besoin de savoir comment il faut faire quelque chose, j'ai ma petite idée, mais bon, je veux être sûre que c'est la bonne façon de faire, je dis ce que je vais faire, sauf avis contraire de ta part d'ici telle date. Du coup, si je n'ai pas de réponse, je suis officiellement autorisée à faire les choses de la façon dont je veux les faire. Et après, je pourrais montrer que j'ai agi, au mieux, je peux dire que j'ai agi de bonne foi. On ne pourra pas me reprocher d'avoir agi comme je l'ai fait. Et si mon interlocuteur n'est pas d'accord, du coup, il est bien obligé de me répondre. Donc voilà, c'était quelques exemples autour du mail. Je suis en train d'écrire, comme je vous disais, le manuel. Je pense qu'on a tous vécu des comportements de sabotage et on a mis en place tous des techniques d'anti-sabotage. Je vous invite à contribuer. Vous pouvez me les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag anti-sabotage ou me les envoyer par mail à anti-sabotage@peps.coach. Et je les intégrerai volontiers au manuel. Au-delà d'une liste de pratiques, dans le manuel d'anti-sabotage, en fait, je vous donne une démarche pour lutter contre le sabotage. On l'a vu tout à l'heure, on est tous responsables du sabotage en entreprise, à notre échelle. Moi y compris. Moi, par exemple, j'ai un comportement de sabotage en réunion que j'ai identifié. Quand j'explique quelque chose et que je n'ai pas de retour verbal, du coup, je pense que les gens n'ont pas compris. Donc, je réexplique d'une autre façon. Et encore. Et encore. Et plus je parle, plus je perds les gens. Et plus je perds les gens, plus je parle. Depuis que j'ai identifié ce comportement de sabotage, en fait, ce que je fais, c'est que je vais chercher du feedback auprès des gens. Je leur demande, vous en pensez quoi? Comme ça me permet de sortir de mon monologue anxieux et de rentrer dans une discussion constructive. Je m'en découvre très régulièrement des comportements de sabotage. Et à chaque fois, je réfléchis à comment je pourrais le neutraliser, ce comportement. J'expérimente. J'en bave un peu pendant la période où je dois prendre une nouvelle habitude, jusqu'au moment où ça devient plus naturel. L'anti-sabotage, finalement, c'est comme l'amélioration continue, c'est jamais fini. Donc, on l'a vu, pour avoir une démarche d'anti-sabotage, il faut commencer par soi-même. Et le manuel d'anti-sabotage va vous donner des pratiques pour identifier vos propres comportements de sabotage et les neutraliser. Ça va aussi vous donner des clés pour identifier le comportement de sabotage des autres et le neutraliser avec bienveillance. J'insiste sur le « avec bienveillance ». Parce que vous aussi, vous avez des comportements de sabotage. Donc vous aussi, vous voulez que vos collègues soient bienveillants quand vous en avez et qu'ils vous aident en fait, à les résoudre. Donc soyez bienveillants quand vous voulez éliminer le comportement de sabotage de quelqu'un. L'idée, ce n'est pas de faire une chasse aux saboteurs, on est d'accord? Une chasse au comportement de sabotage. Les équipes aussi ont parfois des comportements de sabotage envers elles-mêmes, mais aussi envers les autres équipes ou envers l'entreprise. Donc il y aura aussi des pratiques qui seront liées aux équipes. Et bien sûr, la démarche d'anti-sabotage, elle sera plus facile et plus efficace en fait, si elle est portée par l'entreprise. Si l'entreprise a eu une prise de conscience collective, y compris ses dirigeants,
sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Et ça permettra à l'entreprise de mettre en place une culture et un cadre qui seront propices à l'anti-sabotage. Bon, alors concrètement, je fais quoi quand je suis victime d'un comportement de sabotage? Quand vous êtes victime d'un comportement de sabotage, en général, ça vous met en colère. Alors ça va de l'agacement à la rage. Ça dépend en général du nombre de fois où vous avez eu le même comportement de sabotage en face. Alors, première étape, pas de réaction impulsive. Vous pourriez le regretter. Mais l'idée, c'est pas non plus de mariner dans votre jus et de laisser ça aspirer votre joie de vivre, hein. Donc, commencez par prendre 3 grandes respirations et appliquer la méthode civique. C'est comme célébrer votre colère. Les émotions, c'est bien. Les émotions, c'est des signaux d'alerte qui nous permettent d'identifier ce qui se passe dans notre environnement, de réagir et de survivre. Donc les émotions, c'est bien et il faut les accueillir. Et quand vous les accueillez, ça vous permet de les gérer. Les gérer comment? En créant une réaction constructive, une action constructive. En fait, en latin, motivation et émotion, ça a la même racine, c'est movere, ça veut dire bouger. Donc vos émotions, c'est ce qui vous permet de bouger. Et en plus, si vous vous entraînez à mieux accueillir vos émotions, vous allez pouvoir mieux accepter celles des autres. Et peut-être même les aider à les gérer. Donc ça, c'est super cool au niveau de l'entreprise. Donc, remerciez votre colère. Elle vous a permis d'identifier qu'il y a un point où vous pouvez améliorer votre vie. Vous pouvez améliorer votre épanouissement et la performance de l'entreprise en même temps. Merci la colère. Ensuite, investiguez. Quel est le comportement qui a provoqué votre colère? Est-ce que c'est la première fois que vous le subissez? Sinon, c'est à quelle fréquence? C'est quoi l'impact pour vous? C'est quoi l'impact pour l'entreprise? Est-ce qu'il y a un comportement que vous avez eu qui a suscité ce comportement de sabotage? Est-ce qu'il y a un règlement dans l'entreprise ou un standard auquel votre collègue a dérogé en faisant ce qu'il a fait? Ou au contraire, est-ce qu'il y a un règlement dans l'entreprise ou un standard qui l'a incité à agir comme il l'a fait? Une fois que vous avez suffisamment d'informations autour de ce comportement de sabotage, passez à l'étape suivante. Ça ne marche pas. Verbalisez. Alors, allez voir votre collègue ou l'équipe qui a été responsable du comportement de sabotage et demandez si la personne a du temps à vous accorder. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-vous. Ne devenez pas un saboteur à votre tour en voulant à tout prix l'interrompre. Trouvez un endroit qui soit sécurisé pour discuter. S'il y a du public, les échanges ne pourront pas être authentiques. Donc du coup, favorisez par exemple une salle de réunion qui serait vide et fermez la porte. Et utilisez la communication non violente. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle les grandes étapes de la communication non violente. Je parle des faits, de mes émotions, je te donne mon besoin et ma demande. Par exemple, ce matin, tu m'as envoyé une demande par mail sans notion d'urgence. 10 minutes après, tu m'as envoyé un Slack pour savoir si j'avais lu ton mail. J'ai ressenti de la colère quand j'ai lu ton Slack. J'ai besoin que tu me fasses confiance sur ma capacité à m'organiser et à prioriser mon travail. Est-ce que tu serais d'accord pour m'expliquer ce qui s'est passé de ton côté et qu'on réfléchisse ensemble à des moyens d'éviter ce genre de situation qui sont inconfortables et pour toi et pour moi? Voilà. Ce n'est qu'un exemple. Quand vous avez fait tout ça, normalement, vous êtes prêts pour innover ensemble. Vous avez réuni les bonnes conditions en fait, pour pouvoir avoir un échange constructif, trouver des solutions efficaces que vous serez prêts à vous engager tous les deux à expérimenter. Mon conseil à ce moment-là, c'est de formaliser vos engagements. Pas pour pouvoir dire « t'avais dit que tu ferais ça », c'est pas l'esprit. C'est plus parce que le fait d'avoir un élément en fait, concret, physique, qui vous rappelle ce moment de collaboration efficace, ça va vous aider à ancrer la nouvelle habitude dans cette phase un peu délicate où on doit justement changer d'habitude. Et aussi, ça va vous permettre de préparer la phase d'après. Communiquer. Là, c'est le moment où vous allez chercher à généraliser votre comportement d'anti-sabotage.
D'abord, le généraliser pour vous. C'est que vous avez résolu le problème une fois avec un collègue, mais l'idée, c'est que maintenant, vous voudriez que en fait, plus personne n'ait ce comportement de sabotage avec vous. Donc du coup, vous allez partager votre nouveau standard à vous, la façon dont vous travaillez. Par exemple, dans le cas du mail qui était suivi d'un Slack, on pourrait imaginer, je ne sais pas, le fait d'ajouter dans sa signature sa politique concernant les demandes par mail. Quand on m'envoie une demande par mail, je vous dis que j'ai bien reçu et je vous dirai quand est-ce que j'ai une date estimée de livraison. Pas besoin de venir me harceler, en gros, trouver une formulation adéquate voilà. Qui correspond à votre propre style. Et après, l'idée, c'est aussi peut-être de généraliser dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez fait le taf pour vous, mais on peut encore faire mieux et de généraliser à l'entreprise. Si l'entreprise est engagée dans une démarche d'anti-sabotage global, c'est cool parce que normalement, vous avez des outils pour partager ce genre de bonnes pratiques. Vous avez probablement des rituels dédiés à ça, ou un wiki, un Slack dédié, enfin voilà. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, dans les entreprises, en général, il y a des moyens pour communiquer au reste de l'entreprise. Il y a des réseaux sociaux d'entreprise, pareil, un channel général dans Slack, ou il y a des boîtes qui font le stand-up du lundi matin. Enfin voilà, vous trouverez bien un moyen de partager ça avec le reste de la boîte. Je regarde où j'en suis en temps. Je crois que je vais aller vite. Au final, être dans une démarche d'anti-sabotage, ça favorise le feedback, la collaboration et l'amélioration continue. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? En fait, l'anti-sabotage, ça permet de développer les valeurs qui sont indispensables à l'agilité. Je vous parle bien de l'agilité, la culture agile, hein, pas l'agilité des méthodes. Je crois que j'ai toujours été une anti-saboteuse. Quand je vois quelque chose qui est sous-optimal, j'essaie de l'améliorer. Quand j'ai l'impression que je ne peux pas faire mon travail correctement, je réagis. Et souvent, en fait, dans les boîtes où j'ai travaillé, je passais pour une rebelle, voire une chieuse, parce que je pointe du doigt ce qui fonctionne mal, parce que je me mets en colère quand je vois une injustice, parce que les problèmes des autres, ça devient mes problèmes, parce que ça me blesse quand on m'apprécie pas, quand on m'accepte pas comme je suis, avec mes forces et mes faiblesses, parce que ça me fait pleurer quand on me prend pour quelqu'un que je suis pas. Et du coup, je me suis pendant longtemps remise en cause. Je me suis dit que c'était moi qui n'étais pas normale, pas à la hauteur. Je pensais que c'était ma faute. Et du coup, j'essayais de rentrer dans le moule. J'alternais les périodes comme ça où j'essayais de rentrer dans le moule et du coup, je perdais ma motivation et même ma joie de vivre, en fait. Et les périodes où, au contraire, j'explosais. J'avais envie de tout bousculer, de faire la révolution. Jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out. Alors, c'est cool parce que ça m'a donné du temps et de la distance pour réfléchir. J'en ai parlé autour de moi. Puis je me suis rendu compte qu'on était nombreux, en fait, à vivre ce genre de situation. Et ça m'a donné envie de changer les choses. Et pour changer les choses, il fallait que je comprenne comment ça marche. Alors j'ai compris que quand je pointais un mauvais fonctionnement, mon interlocuteur, en fait, ce qu'il entendait, c'est « tu fais mal ton travail ». Alors que moi, la seule chose que je voulais dire, c'est « améliorons ensemble l'entreprise ». Pourquoi mon interlocuteur se disait que je l'étais en train de lui dire « tu fais mal ton travail » ? Probablement parce que dans le monde de l'entreprise, on se sent jugé en permanence. Et du coup, on juge à notre tour, par mimétisme ou pour se protéger. J'ai aussi compris que je devais travailler sur ma façon de communiquer pour que ça reflète mieux la bienveillance de mon intention, en fait. Je savais déjà que pour être performante, une entreprise, elle a besoin de s'améliorer en continu. Et puis, entre-temps, j'ai découvert le manuel d'anti-sabotage et en fait, j'ai compris qu'il était bien plus efficace, comme pour le sabotage pendant la guerre, d'avoir un état d'esprit d'amélioration continue plutôt que quelques actions coûteuses, comme par exemple embaucher une armée de consultants pour déployer une transformation. Donc, d'encourager un état d'esprit d'amélioration continue dans l'entreprise pour que chaque collaborateur sache qu'il est responsable de l'amélioration de la boîte par des actions, des petites actions qu'il peut faire au quotidien. Mais pour ça, il faut que les collaborateurs ils se sentent suffisamment en sécurité pour dire ce qu'ils pensent, en sécurité pour pouvoir accueillir du feedback, en sécurité pour expérimenter des choses et peut-être se tromper, mais en tout cas essayer de faire bouger les choses. J'ai découvert le concept de sécurité psychologique.
La sécurité psychologique, c'est le fait de pouvoir être soi-même et de savoir qu'on est apprécié pour ce qu'on est. Et les psychologues nous disent que la sécurité psychologique, c'est indispensable à la performance et à l'épanouissement. On a vu que la démarche d'anti-sabotage, en fait, ça nous entraîne à accueillir nos émotions et celles des autres, à être bienveillant et à communiquer de façon respectueuse et ouverte. Tout ça, en fait, ce sont des fondements de la sécurité psychologique. Donc, en fait, la démarche anti-sabotage, ça nous aide à installer de la sécurité psychologique. Quand c'est bien fait, je veux dire, quand on n'est pas dans la chasse aux saboteurs. L'épanouissement, c'est un sujet qui travaille beaucoup les entreprises en ce moment. Pourquoi? Parce que épanouissement, ça veut dire motivation. Et motivation, ça veut dire performance. Et du coup, on a vu se multiplier les rôles de Chief Happiness Officer, les baby-foot et les bar à smoothie dans les entreprises, sans grand résultat, en fait. Il y a une étude qui montre qu'il y a seulement 7% des collaborateurs aujourd'hui en France qui sont engagés dans leur travail. Par contre, il y a 54% des collaborateurs qui sont désengagés de leur travail. Donc ça ne marche pas, les bar à smoothie. La démarche d'anti-sabotage, en fait, l'anti-sabotage, ça nous permet de retourner le problème. Arrêtez d'investir sur l'épanouissement de vos collaborateurs dans le seul objectif d'améliorer la performance. Au contraire, investissez dans une démarche d'anti-sabotage parce que c'est en redonnant de la performance à l'entreprise que vous aiderez les collaborateurs à retrouver leur épanouissement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CIA. Je vous remercie.